nous allons prendre l'exemple d'un gymnase en particulier. Nous allons ce soir étudier comme étude de cas le centre sportif Suchet dans le 16e arrondissement. L'architecte Christophe Ouayoun est avec nous. Vous avez cofondé l'agence Cause, qui a livré l'an dernier ce superbe bâtiment tout en bois, tout en longueur. On va avoir bien sûr des images. Le long du boulevard Suchet, en bordure du bois de Boulogne. C'est un bâtiment auquel on accède depuis un niveau intermédiaire. On parlait à l'instant du nombre de gymnases qui vont être créés durant la mandature et qui sont tous en partie apparemment enterrés. C'est le cas notamment du centre sportif Suchet. Voilà, on n'entre pas directement donc, au niveau des terrains de sport, mais on les observe par en haut. Vous nous disiez c'est une manière peut-être de rendre le sport comme un spectacle. Oui, ça a été un des points de départ de ça, mais sans doute à notre insu. En fait, quand on a été retenu à ce concours, parce que c'était un concours, au lieu de me documenter, j'ai appelé ma mère en lui disant mais qu'est-ce que... Elle m'a dit un centre sportif. Ah, l'enfer, j'ai passé ma jeunesse à t'attendre quand tu faisais des entraînements, j'ai vécu l'enfer. Je me suis dit mais c'est bien sûr. C'est ça le problème, c'est que le spectateur est maltraité, le sportif, voilà. Enfin, c'est une boutade, mais ça a quand même été le sujet qui a nourri le plus notre propos. Donc on est dans le 16e, donc on est dans cette bande dont vous parliez, parfaitement dedans, là, il n'y a pas de... Et on avait un bâtiment existant, en fait il n'y avait pas d'équipement sportif, il y avait juste les vestiaires sur lesquels on est venu, on ne s'est pas mis au même endroit, voilà. Et donc on s'est dit, ce qui doit, disons, nourrir ce propos, c'est cette scénographie, la façon de mettre en scène les sportifs et la façon qu'on a de les regarder évoluer. C'est pas qu'on ne soit pas préoccupé de la façon qu'ils avaient de faire leur sport, mais surtout on s'est dit, bon, mais comment on fait pour... voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout ce qui était, disons, de ces zones techniques de circulation, ce qu'on appelle vulgairement des couloirs, et on les a surdimensionnés, et puis on les a surdimensionnés dans un rapport assez particulier, et en particulier avec l'idée que ces lieux deviennent des lieux qui soient très ouverts, et qui soient des lieux depuis lesquels on puisse avoir disons, un spectacle, et pas uniquement, enfin je veux dire, c'est un lieu de grande mobilité, de grande fluidité, et on a placé au cœur du bâtiment cette activité qui a remplacé les paliers, ça j'étais heureux de l'apprendre. Enfin moi qui ai un peu grimpé, je me dis qu'on y a gagné quand même, parce que l'espalier, ouf. Et du coup c'est devenu le cœur du sujet, on l'a mis au centre du projet, c'est devenu cette espèce de grande, le propos pour faire une espèce de grande cathédrale, qui part du sol, alors nous on est enterrés, mais on s'est enterrés de notre plein gré, comme dirait, voilà, on l'a volontairement fait pour d'autres raisons, mais voilà, on n'était pas contraint de le faire. Et on est parti de ce niveau très bas, et on est monté, on a fait que cette cathédrale devienne un lieu, voilà. Et ces circulations sont aussi liées naturellement aux escaliers, à la façon que l'on a de déambuler dans ce bâtiment, qui prennent diverses fonctions, qui ne sont pas toujours celles que l'on attend, avec pour idée que cet escalier, il a aussi la capacité à donner de la véritable lecture de la façon que l'on a de le pratiquer, sans que ce soit, voilà, il n'y a pas de lieu interdit, il n'y a pas de lieu fermé. Les frontières se font un peu d'elles-mêmes. Par contre, on sait que ça va abriter des usages qu'on n'imagine pas. Voilà. Bon, cet escalier, il est sans doute bien placé, on le voit là, puisque il sert en fait de tribune virtuelle. Et il y a cette espèce de mise en scène du visiteur qui peut être le copain de classe, le parent, l'ami, et puis celui qui est à la mi-temps. Et puis il y a aussi la façon que l'on a d'exercer son sport, la façon qu'on a de sortir du vestiaire. Donc là, on a tous les vestiaires qui donnent directement dans la grande salle, donc il y a un côté un peu spectaculaire, c'est une mise en scène aussi, ça fait partie de la façon de rentrer sur le terrain pour un sportif, c'est important. Et il n'y a pas de voie dérobée. Voilà. Après, dans l'usage même, chaque activité a un peu sa spécificité, il y a des lieux qui sont un peu plus fermés que d'autres, là c'est la salle de danse, et puis des lieux plus ouverts, et puis des utilisateurs divers. Alors là, on a eu droit à la visite du PSG, en handball, ils ont à peu près tout cassé. C'est là qu'on voit que voilà, les utilisateurs on n'est pas équitable équivalent devant le sport.
Et puis cette attitude que l'on a, c'est-à-dire cette grande transparence, cette ouverture, ce lieu de spectacle, on a essayé de le généraliser sur toute la périphérie du bâtiment, qui est ouvert sur toutes ces périphéries, et très très transparent, voilà, le spectacle s'opère de l'intérieur et de l'extérieur. Et on en fait le tour. Et ensuite, la capacité qu'on a à s'asseoir, à marquer une pause, etc., on a essayé de la généraliser à l'extérieur. Il y a un grand muret qui permet voilà, d'accueillir diverses activités. Voilà. Et c'est à nouveau des lieux qui sont appropriables, on va dire. C'était un peu le mot d'ordre de ce projet. Après, il y avait aussi l'idée, j'en parlerai un petit peu sur la façon de se poser dans la ville, parce que c'était dans la continuité de ce que vous exposiez, assez intéressant de savoir comment on vient rajouter un équipement qui est quand même une sacrée échelle. Et après, il y a eu tous les sujets que vous avez tous les deux évoqués, c'est-à-dire quid du futur, quid de l'évolution de ces équipements. Nous, on est persuadés que la réversibilité a du sens. D'abord parce que nous, on dessine des choses et l'utilisateur ne l'utilise pas toujours comme on l'imagine. Donc laissons faire les choses, laissons autant la capacité de... Voilà, laissons la possibilité d'avoir divers. Et puis que nos élus ont la capacité aussi à inventer plein de choses qu'on imaginera demain et qu'on n'imagine pas toujours. Et donc, chacun de ces lieux, pour nous, a été l'objet d'une reconversion éventuelle. Alors c'est passé d'abord par un aspect très technique, c'est-à-dire la volonté de pouvoir faire une reconversion technique, ça c'est important, c'est-à-dire des équipements techniques qui soient apparents, qui ne soient pas cachés, qui ne soient pas, disons, masqués, mais d'une lisibilité absolue, comme tout le reste, exactement comme on a traité les circulations, on traite le reste. Alors, après j'expliquerai comment c'est construit, c'est donc en bois, et donc le bois a une capacité aussi à se représenter, parce que c'est un matériau qui est noble, qui est beau, et qui peut, voilà, il n'y a quasiment pas de peinture, il n'y a pas disons, de parement dans ce bâtiment. Et on a utilisé le thème, disons, de ces équipements techniques qu'on voit habituellement, qui sont plutôt en métallique ou en acier, qu'on a essayé de transformer en un objet je dirais même assumé de décoration. Voilà. Ça permet d'imaginer que d'abord c'est simple à maintenir, c'est simple à reconvertir, et il y a un caractère esthétique qui, pour nous satisfait pleinement. Pardon, vous parlez de réversibilité, ça veut dire le bâtiment qui peut devenir autre chose qu'un gymnase dans le futur, ou bien c'est au sein même des sports qui y sont pratiqués? On peut imaginer que l'espalier ayant donné la place au mur d'escalade, demain ça sera encore un autre sport qui prendra cette place, ou c'est les deux peut-être? C'est les deux, je pense que dans l'évolution des sports on le voit, les règles du jeu changent hyper vite, la vidéo est arrivée dans le football, on pensait que ça arriverait jamais, au rugby, on a une évolution des règles qui vont très très vite, le matériel techniquement on évolue, etc. Donc les pratiques évoluent, les modes changent, il y a un sport nouveau qui arrive tous les matins, la réalité augmentée dont vous parliez, peut-être qu'on fera du sport dans 50 mètres carrés, là on a besoin de 500. Ça c'est le premier stade, et le deuxième c'est qu'effectivement on n'est pas sûr que ces équipements aient du sens dans 10 ans, 5 ans, peut-être que voilà. Nous, on dit que quand on a des grandes surfaces, des grandes entités qui sont baignées de lumière, parce que c'est aussi une des caractéristiques, quasiment tous les locaux, en tout cas les locaux d'exercice, sont en lumière naturelle, on peut en faire beaucoup de choses. Voilà. Mélangé au fait qu'on utilise une structure bois sur laquelle on arrive à avoir des grandes portées, on fait pas mal de choses. Et dans la façon de révéler cette technique, chaque élément disons technique qui vient, dont on a besoin, on le choisit, on essaie de le mettre au bon endroit et on l'assume. Voilà, c'est un peu le principe qu'on a. Voilà, ça va. Bon, après c'est des vestiaires comme. Voilà. Dans la façon qu'on a aussi de mettre en œuvre, il y a eu tout un travail sur. Donc là, il y a un travail sur la signalétique, qui est aussi une logique de reconversion possible. Donc là, c'est des panneaux qui ont été faits, qui sont usinés dans une fraise à commande numérique. Donc c'est des choses qui peuvent se changer, il y a juste 3 vis à enlever. Et donc, on essaye de généraliser cette logique de choses simples à reconvertir et à remettre en forme. Dans la continuité de ce qu'on a appelé le user experience, on s'est aperçu en visitant le gymnase, donc il a moins d'1 an, hein, il est tout frais, que les enfants faisaient leurs devoirs dans les circulations, enfin dans les couloirs. Les nouveaux rythmes scolaires changent les usages, des choses qu'on n'avait pas vues. On s'est dit mais c'est intéressant ça. Et on a proposé à la ville, dans le cadre de la consultation FAIR, de co-concevoir du mobilier avec les enfants.
Donc on est en train de mettre ce processus en route. Alors je dis du mobilier pour pas dire des trucs, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, puisque c'est un peu l'idée, c'est d'essayer de stimuler ces usages qu'on n'imagine pas et de les amener dans un atelier de co-conception vers la production de trucs. Pardon, vous avez été retenu dans le cadre de cet appel faire, donc ça va se faire. On démarre, là, cet après-midi justement, on était en train d'en parler pour voir comment on pouvait l'organiser, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants parce que ça mêle les utilisateurs, puisque là, on est au cœur du sujet, à un moyen de s'approprier l'équipement. Et alors, vous dites des trucs pour pas trop définir ce que c'est, mais en gros, ça pourrait prendre quelle forme? Ça peut être des bureaux, bon, c'est ça l'idée. Oui, l'idée, c'est que les enfants qui sont associés à ça ont sans doute encore plus d'idées que nous. Ils n'ont pas toujours les moyens techniques de réaliser. Nous, on voudrait les assister dans cette co-conception pour les guider, formaliser un peu leurs idées et ensuite aboutir à des objets qui ont une valeur d'usage. Ça a pour vertu de... Là, on a pour objectif de mettre autour de la table la DJS qui est notre principal soutien là, puisque en tant qu'utilisateurs, ils sont au soutien de cet appel d'offres. Donc les agents qui sont impliqués dans l'utilisation de cet équipement, les enfants, les associations sportives et la DPA qui est la partie de la ville qui conçoit les équipements, puisque la DJS en est l'utilisateur. Donc il y a deux services au moins de la ville qui seront partie prenante et voilà. Pour parler un peu quand même d'architecture, parce que c'est un peu l'urbain. Disons, s'il y avait deux traits qui résument le projet, c'est ça. C'est un projet qui est à la fois furtif, c'est l'oxymore, c'est fort furtif et spectaculaire. Quand un architecte vous dit qu'il fait un projet furtif, il faut toujours se méfier. Alors je dis qu'il est spectaculaire comme ça. Ça veut dire à la fois que ce bâtiment est venu s'insérer dans un tissu urbain qui était constitué depuis longtemps, dans lequel il y avait pas mal de gens qui habitaient en face. Et puis l'hippodrome en face, et puis le bois de Boulogne. Donc on s'est dit qu'il y avait ces échelles imposantes, une logique à essayer d'être le plus, furtif, le plus caché possible, et en même temps la volonté que ce bâtiment existe. C'est un bon équipement public municipal qui a vertu à assumer son rôle quand même. Donc on s'est enterré et on a tiré un trait tendu le long de ce boulevard Suchet qui est plutôt un boulevard qui est pratiqué de manière un peu dynamique, même s'il est limité, quand même. Voilà. Donc on a enterré le bâtiment, la ligne de flottaison ici, on est entouré de 3 mètres, on est enterré de 3 mètres et ensuite on émerge. Et cette cathédrale que je vous montrais tout à l'heure est ici, qui forme cet élément singulier qui l'affirme. Donc quand on est le long du boulevard, on voit c'est totalement transparent sur la partie basse. Et ensuite est posée cette ligne qui vient l'asseoir sur le boulevard, avec une volonté de ne pas avoir de façade avant, arrière, droite, gauche, mais quelque chose d'extrêmement... c'est un objet tendu sur un fil, et juste cet événement ponctuel qui vient marquer une pratique sportive, mais aussi l'entrée et aussi la réversibilité possible. C'est-à-dire qu'on imagine que peut-être dans quelques années, il n'y aura plus de clôture, pour une raison que j'ignore, et qu'on pourra aussi pratiquer le bâtiment par ici, par un de ces pignons également, possible. Pas des deux, mais au moins d'un. Voilà. Et ce fil tendu, cette ligne claire là qu'on a essayé de tendre, on l'a souligné avec un bandeau en inox, qui est un élément qui rajoute un peu de confusion, c'est-à-dire qu'il y a un reflet du végétal autour qui fait que on ne sait plus trop si c'est Et évidemment la certitude que de jour et de nuit il se passerait des choses différentes pour que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des équipements qui sont extrêmement pratiqués, certains sont ouverts très tard la nuit, donc il y a aussi une intelligence à ce que ces bâtiments existent le soir. Ça, c'est l'axe principal par lequel on rentre, qui est en fait l'artère principale. Le gymnase étant un des événements, on a reimaginé l'organisation il y a un stade de foot, il y a une piste d'athlétisme, il y a des terrains de tennis qu'on a construits aussi à droite, une salle, un peu plus légère à droite, et cet équipement qui regroupe donc un dojo, une salle de danse, une salle multisport et évidemment une salle d'escalade. Alors, parler un peu technique peut-être, une des grandes spécificités de ce bâtiment, c'est qu'il est entièrement construit en bois, enfin en grande partie en bois. Nous, on est des fervents militants de la construction bois,
parce que plein de choses, parce que ça a un bilan carbone extraordinaire, parce que c'est la possibilité de préfabriquer, donc d'avoir une qualité de construction inouïe, parce que ça réduit les nuisances, et je pense que dans le lieu dans lequel on était, c'est quand même très positif, parce que sans doute ça produit moins de déchets, et parce que la planète a bien besoin de ça. Voilà, je vous le résumerai, mais... Ouais, vous êtes des fervents défenseurs du bois, et c'est vrai que vous l'avez, juste pour situer, vous l'utilisez dans beaucoup de projets. Je crois que vous avez un projet à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, qui sera la plus grande tour. Pour l'instant, mais comme en ce moment la Div Bois fait beaucoup de travail, on construit un bâtiment qui fait 11 niveaux en bois, de logement, 100% bois, dont le chantier démarre rapidement. Donc oui, on est des fervents défenseurs, et même on essaye d'être pionniers dans le sujet. Ouais. Donc c'est au-delà du contexte Bois de Boulogne, etc. C'est votre credo, quoi. Oui. Et donc là, il est entièrement construit en bois pour partie. Quand on est arrivé, il a fallu casser. Je vous rassure, il y a du béton. Et on a dû, comme tout le monde, faire nos pieux, creuser, puisque donc, quand on enterre, on creuse. Donc on déterre tout ce qui pouvait traîner là. Donc on n'a pas eu de grosses surprises. Mais enfin, c'est un chantier d'envergure. Mais enfin, les nuisances du chantier sont quand même là. Et le fait de s'enterrer rajoute un petit peu. Mais une fois passé cette phase, disons, de construction lourde, on arrive à la préfabrication. Et la spécificité du bois, c'est justement que le gros du travail est fait en usine et que les produits arrivent prédécoupés, préassemblés pour partie, et il y a juste un montage qu'on appelle du levage à réaliser sur le chantier. Puisqu'on parle du chantier, le temps de chantier était assez court. Le temps du chantier en lui-même a été de 18 mois, mais on a construit beaucoup de choses autour. Il y a eu beaucoup d'infrastructures, puisqu'on a refait les accès, on a refait les plateformes, on a détruit une partie de la piste d'athlétisme qu'on a remis en forme. Donc il y a eu beaucoup on ne peut pas dire qu'on ait gagné du temps, on l'a construit rapidement, mais sur le reste, c'est quand même des chantiers parisiens complexes. Mais effectivement, je confirme, c'est beaucoup plus rapide dans la mise en œuvre. Et ensuite, il y a un système de levage. Alors là, il n'y a pas de grue, c'est que des grues mobiles. Et ces panneaux sont posés. Alors la particularité de ce chantier, c'est qu'on a utilisé les 3 grandes techniques du bois que l'on connaît aujourd'hui. La plus nouvelle et la plus novatrice, c'est le CLT. C'est un acronyme anglais qui parle de panneaux massifs. C'est des panneaux de plis croisés, donc on croise les plis du bois, qui permet d'avoir des murs que vous avez vus là, qui sont des vrais murs qu'on fait venir et qu'on assemble les uns avec les autres. Ensuite, le lamellé collé, qui est ce qu'on voit là, cette charpente ici, qui est je dirais la méthode traditionnelle pour construire des grandes portées. Et enfin l'ossature bois, qui est l'échelle de la plus petite qu'on utilise pour des petites échelles, mais on peut faire du logement jusqu'à 5 niveaux avec cette. Voilà. Donc là, on a utilisé chaque méthode, chaque technique, avec ses avantages et ses inconvénients, en essayant de tirer parti que de ses avantages, justement. Donc là, on voit bien ce que c'est que le mur de CLT. C'est vraiment un mur qui arrive brut et qui peut le rester. Et on voit qu'avec des simples ferrures, des pièces métalliques assemblées avec le bois, on arrive à faire des porte-à-faux et à mettre en œuvre des choses assez incroyables. Donc là, on voit cette espèce d'énorme partie en bois qui va servir ensuite de brise-soleil, qui permet de protéger la façade des rayonnements solaires, qui est uniquement tenue par cette petite âme en métal, quoi. Voilà, donc on sait qu'avec ça, on sait faire des choses assez généreuses. Et ensuite, la particularité de ce matériau, en particulier du CLT, c'est qu'il a une capacité à rester brut. Donc tel qu'il est sorti de l'usine, il est mis en œuvre et ensuite, charge à nous de le maintenir en bon état pendant la durée du chantier. Mais pour partie, notre propos, ça a été de le conserver dans la construction. Et ensuite, le lamellé collé, lui, permet à l'inverse d'avoir des grandes portées, donc beaucoup de lumière, de la légèreté, une économie de matière assez impressionnante, et donc des surfaces voilà, là il n'y a plus qu'à mettre il n'y a plus qu'à, mais le toit et les vitrages. Alors pour que tout ça se passe vraiment bien, on a fait le projet a été conçu en 3D dès le début et on appelle ça une synthèse technique où tous les tuyaux sont modélisés. Alors aujourd'hui, il y a un terme qui existe qui parle de BIM, qui est tout un système qui veut dire qu'on fait une maquette numérique et qu'on peut tout calculer, et que tout est prévu et que tout est au bon endroit.
Après, quand on arrive sur le chantier tout prévu, ben, des fois on est un peu, voilà quoi, est-ce vraiment tout prévu? Ça aide, ça permet pas tout, mais voilà. Donc là, vous avez la question qui se pose, c'est-à-dire que les tuyaux ont été posés sur le chantier et les trous dans lesquels ils doivent arriver, voilà. Donc ça, c'est la question. Est-ce que ça marche? Et donc là, on est dans ce moment du chantier où on est dans une vraie angoisse, c'est-à-dire on va se dire, est-ce que nos réservations sont bonnes? Est-ce qu'on est vraiment... Tout ce que vous voyez là est sorti d'usine. Voilà, et ça, c'est les annotations qu'on fait une fois qu'on a fait des relevés contradictoires, c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui ne sont pas au bon endroit. Donc ça, c'est pour preuve que même quand on a de très bonnes entreprises et même quand on a l'aide du numérique, eh ben, il n'en reste pas moins que... voilà, donc il faut composer et ça reste un chantier. Alors là, le principe, c'est que voilà, les choses sont annotées. On voit que la plupart, quand même, arrivent là où on veut, et puis qu'ils sont calés aux endroits où ils ne sont pas faciles à caler. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un tirant métallique qui est vraiment fondamental pour tenir ce poteau. La ventilation générale du bâtiment passe sur le côté. Enfin, c'est quand même assez complexe. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des chemins de câbles. C'est des parties métalliques dans lesquelles on met les fils électriques, qui sont d'habitude cachés, mais qui sont là révélés. C'est des éléments techniques que l'on met habituellement dans un faux plafond et qu'on a révélé. Là, par exemple, il y a aussi un petit souci, c'est qu'il y a une face visible qui est mieux finie d'un côté que de l'autre, et là, il a été posé à l'envers. Alors, on ne le voit pas tout de suite, ces choses-là, mais ça reste un chantier, ça reste un prototype qui est destiné à être définitif. Donc, voilà. Néanmoins, on a quand même une vraie qualité d'exécution. On a travaillé avec des super entreprises. Et voilà. Alors peut-être juste quelques petits mots pour expliquer comment c'est fabriqué, puisque le bois, ça transporte avec lui un tas d'angoisse et voilà. Donc ça, c'est la technique ce qu'on appelle la technique de l'ossature bois. C'est la technique la plus traditionnelle, disons, dans la mise en œuvre contemporaine du bois, hein, quand on n'est pas dans du bois massif ou du rondin ou du colombage. Donc on a des éléments de bois qui sont à peu près tous les 60 cm, qui sont, disons, assemblés sur un panneau qu'on appelle un panneau qui rigidifie, et ensuite là-dedans on vient remplir avec des éléments d'isolation, puis un film qui s'appelle un pare-pluie qui protège de la pluie, et ensuite un élément qui vient le barder, c'est-à-dire le protéger, qui peut être du bois, du métal ou toute autre chose. Là on a les détails qui vous expliquent comment on a fait cette grande verrière. Donc les murs qui sont là ici sont des vrais panneaux qu'on appelle du CLT, que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'aurait pas pu, mais on marie deux techniques au même endroit. Et ça, c'est le petit morceau qui est quand même un sacré engin que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet au bâtiment d'être protégé du soleil et des rayonnements, puisque c'est un bâtiment qui a des grandes capacités bioclimatiques, qui, le fait de s'intéresser, comme vous le disiez tout à fait gagner en inertie. Donc, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui consommera moins, qui est plus frais l'été, qui est plus chaud l'hiver. Et après, charge à nous de trouver de la lumière naturelle qui économise également la capacité qu'on a à éclairer ce bâtiment artificiellement. Et puis, il faut aussi se protéger des rayonnements pour éviter qu'ils montent en température. Donc, c'est un savant dosage voilà. Donc là, il y a des casquettes qui ceinturent le bâtiment pour protéger du rayonnement. Peut-être un mot aussi, vous me parliez à l'instant, vous évoquiez les performances techniques, un mot aussi sur les ventilations, comment ça se passe un gymnase aujourd'hui, qu'on essaye de construire peut-être avec une certaine réflexion sur les énergies, comment on fait pour ventiler tout ça, la chaleur créée par les sportifs, etc. Le sujet majeur du gymnase, c'est la ventilation, c'est-à-dire la façon que l'on a d'évacuer la chaleur, puisque il fait rarement froid dans un gymnase, puisqu'on a plutôt tendance à produire de la chaleur, et voire même il serait presque envisageable de ne pas chauffer les gymnases, puisque aujourd'hui la pratique sportive à l'extérieur se fait toute l'année, et on est quand même dans un pays où il ne fait pas... Voilà. Donc la problématique, c'est le rayonnement solaire, éviter que les façades soient frappées directement par le soleil pour qu'elles montent très rapidement en température. Donc ça, c'est absolument... Donc là, il y a un système de store, un système de protection par casquette. Et ensuite, il y a une ventilation mécanique qui est vraiment très très puissante, de manière à évacuer l'air. Et c'est sans doute la consommation énergétique, dans le bilan énergétique du bâtiment, la partie la plus, disons, qui coûte le plus cher dans le bilan. Voilà. Donc le travail sur les façades se fait dans la mise au point par ce qu'on appelle un témoin, c'est-à-dire qu'on construit un bout de façade à côté où on peut faire le tour de tous les sujets qui vont nous occuper, puisque là, on est
encore une fois, dans un système qui est très répétitif et très modulaire, pour éviter de réinventer 10 fois, on étudie une fois un système qu'on vient répéter à loisir sur toute la longueur. Donc là, le bâtiment fait 100 mètres de long, enfin un peu moins, 95, et on répète ça sur une trame très voilà. On étudie comment disons comment le bardage se retourne, comment il est assemblé, est-ce que les épaisseurs sont bien, et ensuite on le met en œuvre. Voilà. Ça, c'est la partie centrale du bâtiment, avant d'être fermé sur ses côtés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, la préfabrication ne fait pas tout, donc il y a toujours ce qu'on appelle la préfabrication foraine, mais l'intervention, voilà. Ça, c'est le moment où on est à la fois très fier de présenter son premier bâtiment, donc ça, c'est une visite justement du CAUE, à la fois très fier de présenter son bâtiment, et puis très inquiet parce qu'on se dit, ouais, est-ce que ça va tenir cette affaire avec tout ce monde? Là, ça a tenu. Et puis, il y a ce moment où à la fois, il y a cette excitation où on voit le bâtiment apparaître. Donc là, on voit bien les hauts de façade qui sont traités en ossature, les panneaux en CLT, et puis la charpente que vous avez vue. Et puis, il y a à la fois ce moment toujours difficile où on est à la fois en train de travailler avec des matériaux qui sont dans leur état final, puisqu'on va les laisser bruts, et puis en même temps, le chantier, quoi, dans son quotidien, c'est-à-dire on est un peu dans la gadoue, et ça rentre, ça sort... et on fait attention que ce soit protégé, mais ça s'enlève. Donc voilà. Donc il y a un moment où on n'est pas rempli de désespoir, mais on se dit on n'y arrivera jamais. C'est toujours comme ça sur un chantier. Là, on était là. On se disait ouf. Un deuxième sujet qui a été là, j'ai pas de photo récente, mais là aujourd'hui, c'est une vraie pampa sur le toit. La totalité de la toiture du bâtiment est recouverte disons, d'une toiture végétale. D'une part parce que y a beaucoup de voisins c'est là vraiment 5e façade, d'autre part parce que ça a longtemps été un site qui était plutôt planté, et puis parce que ça permet au bâtiment de gagner encore en inertie, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité à temporiser les variations thermiques. Donc là, on a à la fois ça. Ça a aussi pour vertu de temporiser les apports d'eau, c'est-à-dire quand il pleut, ça garde un peu avant de rejeter au réseau, et donc une capacité aussi à garder l'eau le plus longtemps possible. Voilà. Et puis un matin, on arrive sur le chantier, on s'aperçoit que le petit dessin qu'on avait fait 5 ans plus tard, il est là. On est quand même arrivé à le faire, et ça fait toujours... super plaisir. Et ça, je crois que c'était au moment où on avait besoin de petits coups de main, parce que ça reste un chantier complexe. Et puis cette cathédrale, elle est pas mal, et puis on est assez content. Et puis à un moment donné, voilà, les choses se mettent en place. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, que la petite protection solaire, on imaginait que ça amènerait disons une protection un peu plus diffuse, et ça crée cette espèce de vibration qui est parfaite. Et puis quand on le voit fini, on se dit que c'est aussi diverses lumières dans la journée. Ensuite, il y a un deuxième traitement qui est ce petit élément qui fait la petite touche de décoration, c'est-à-dire qu'on a beau utiliser des matériaux bruts, il faut essayer de voir comment on les harmonise entre eux. Donc on utilise du tube inox, parce qu'on a aussi la volonté, évidemment, que ce bâtiment soit extrêmement solide et pérenne. C'est quand même des bâtiments qui sont très soumis. Il y a des élèves, il y a des enfants, il y a des sportifs, des joueurs du PSG, des joueurs du PSG qui ne vont pas. Hein. Donc là, on a de la maille inox, des tubes inox, et très peu de peinture. Ça, c'est quasiment pas. Donc là, c'est un des rares endroits, sujets où on a peint les portes pour les signaler. Mais sinon, globalement, les matériaux sont laissés bruts. Et tous les éléments structurels, c'est-à-dire les bracons, les tirants, enfin tous ces éléments qui permettent de tenir le bâtiment, restent apparents. Voilà, au même titre que les coursives qui permettent de sortir. Et puis une fois qu'on a la partie des extérieurs commence à arriver, on se dit que ça commence à prendre tournure, ces choses-là se mettent en place, et puis un jour, il est inauguré. Merci beaucoup Christophe Wayoun.